Donc, je te disais que certains Africains me font rire. J'écoute ce qu'ils disent, je me dis, mais vraiment les gars, comment vous pouvez être cons à ce point? Non, l'Afrique, Poutine. Mais Poutine est président de la Russie depuis plus de 20 ans. Posez la question à ces Africains qui applaudissent Poutine. Poutine a visité combien de pays africains? 0. Il n'y va pas. L'Afrique ne l'intéresse pas. L'Afrique ne l'intéresse pas. Les Africains, Poutine. Mais la Russie, tous les pays de l'Est, là, ils n'étaient pas sous le joug de la Russie. C'est pas la Russie qui écrasait les Roumanie, Bulgarie et tout ça. Moi, j'y suis allé en Bulgarie. Bulgarie, c'était un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, la Bulgarie commence à voir le soleil parce qu'ils sont dans l'Union européenne. La Russie a exploité ces pays-là pendant des années. Basala n'a bango rien. Bandeko n'a bango mindela comme eux, Basala n'a bango rien. Bon, bino, vous êtes en Afrique là-bas, la Russie va vous développer. Va vous développer Nini. Il va vous développer Nini. J'ai demandé à un ami africain qui soutient la Russie. Je dis, mais toi-même dans ton quotidien, cite-moi 2 appareils russes que tu utilises chaque jour. La Russie, la plus grande invention russe, c'est la Kalachnikov. C'est la Kalachnikov. Ils nous ont inventé quoi? Dis-moi dis-moi ce que les Russes ont fabriqué que toi tu utilises. Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que les Russes ont fabriqué? C'est des pays du tiers-monde. La Russie a une économie du tiers-monde, c'est-à-dire une économie qui vit comme le Congo, en vendant les matières premières. Ils vendent le pétrole, ils vendent le gaz. C'est une industrie du tiers-monde qui vend, c'est une industrie qui vend ce qui existe là. Voilà. Mais le PIB de la Russie, le PIB, produit intérieur brut de la Russie, c'est le même PIB que celui du Portugal. C'est des pays qui... Mais vous voulez confier votre avenir à un gars comme ça. Poutine n'a jamais visité un pays africain. Jamais. Le président chinois, il n'a pas visité les pays africains. Xi Jinping. Il était de quel pays? Xi Jinping a fait le Ghana, il a fait même le Niger, je crois, ou l'Algérie et tout ça. Mais Poutine n'a jamais été dans le pays africain, l'Afrique ne l'intéresse pas. Nakamwaka. Comment vous voulez confier votre pays à la Russie, un pays qui n'a pas été capable de développer les autres pays européens qui étaient à ses côtés? C'est-à-dire, Roumanie, c'était sous son joug. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, c'était chez lui. Aujourd'hui, l'Estonie se développe. L'Estonie, c'est un pays de l'URSS. Mais Nokaka, Poutine. Mais enfin, non, les Occidentaux. Mais quand vous allez au Qatar, vous allez en Arabie Saoudite, qui a développé ces pays-là? C'est la Russie? Est-ce que c'est la Russie? Dites-moi si c'est la Russie qui a développé les pays du Golfe. Non. Mais vous êtes cons. Vous êtes cons. Quand Mamadou Koulibaly prévenait la junte d'Assimi Goïta au Mali, créer sa monnaie est une affaire trop sérieuse pour la faire dans la précipitation. C'est le 6 mars 2024 que AfriqueSoir.net a écrit cet article. Mais ce que AfriqueSoir.net oublie ou bien ne savait pas, c'est aussi cela qu'il faut leur rappeler. En date du 12 mars 2022, pour ceux qui s'en souviennent ou qui s'en souviendraient, le même Mamadou Koulibaly, vous allez me permettre de mettre le lien. Voilà, j'ai mis le lien. Je vais le remettre encore pour ceux qui veulent vérifier. Parce qu'ici, avant de parler, il faut mettre ce que tu as envie de dire. Donc, je viens de mettre le lien. Le même Mamadou Koulibaly. Je vous ai dit que l'article d'AfriqueSoir.net a été écrit le 6 mars 2024. Et en même temps, je suis en train de vous dire que peut-être que AfriqueSoir.net ne savait pas, mais le même Mamadou Koulibaly, le 12 mars 2022, était au Mali, sur invitation des putschistes, et sur Vox Africa, et sur Mali Sadio TV, le lien que je viens de mettre dans le direct là, allez écouter, et puis venez voir ce que cet intellectuel malhonnête est en train de dire en 2024. Monsieur Mamadou Koulibaly, si on devrait classer les intellectuels malhonnêtes de l'Afrique, s'il n'est pas le premier, il risque d'être le deuxième. Voyez-vous, eux pensent que les gens sont bêtes. Quand eux parlent, c'est que les gens ont envie d'entendre, ils adaptent leur discours pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais après, à peine 2 ans, ils pensent qu'on a oublié. Ils ressortent aujourd'hui pour venir dire, non, en fait là,
pour créer une monnaie là, c'est une affaire trop sérieuse, on ne peut pas se précipiter. Mais et ce que tu avais dit en mars 2022, exactement le 12 mars 2022 sur Vox Africa et sur Malicia de TV. Quand vous allez écouter ça, vous allez voir que ce même Mamadou là disait que le peuple malien doit fonctionner avec ses besoins et que le monde doit les laisser faire et qu'il ne peut pas faire d'élection parce qu'il y a la violence. Mais ce même Mamadou Koulibaly oubliait que ce sont ces putschistes-là qui sont venus et ils n'ont pas tenu leur parole. Parce que quand vous venez et vous dites qu'on va mettre fin au désordre et que vous êtes incapable, vous devez rendre compte au peuple pour dire que vous avez échoué. C'est toi qui les as encouragés à leur dire de ne pas faire d'élection. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Tu reçois encore pour leur dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas faire des élections et ne pas s'attendre à ce que le monde le vomisse. Et maintenant que vous les avez mis dans cette sale situation, vous êtes en train maintenant de leur dire, non, calmez-vous, vous savez, on ne peut pas créer une monnaie de cette façon-là parce que, voyez-vous, c'est une affaire trop sérieuse. Mais au moment où tu leur parlais, en 2022, le 12 mars 2022, là, tu n'étais pas au courant de ça. Et donc voilà, c'est ce qu'on a dit aux Maliens, à ceux de l'AES, tous les mercenaires intellectuels que vous prenez là, allez regarder s'ils ne changent pas de parole. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps, Franklin Nyamsi ne disait pas que lui voit Assimi Goïta comme un cadavre, un futur cadavre, et qu'il n'a pas l'étoffe de quelqu'un qui doit diriger. Et bizarrement aujourd'hui, c'est eux qui viennent dire que Assimi est devenu le messie de l'Afrique. Cher peuple malien, c'est surtout à vous que j'adresse ce message. Les hommes intelligents parmi les Maliens, c'est à vous que j'adresse ce message. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vous disent qu'ils vous aiment, mais en réalité, ils aiment vous voir dans la souffrance et ils aiment vous voir en train de patiner dans la pauvreté. Sinon, quelqu'un qui te dit la vérité là, la personne ne regarde pas tes yeux et la personne n'attend pas tes sentiments. La personne va te dire ce qu'elle pense. Même quand tu vas revenir 2 ans, 3 ans, elle va te répéter. Et je vois, il y a certains qui disent que le lien ne passe pas. Le lien passe bel et bien. Il suffit de cliquer là-dessus. Ça passera. Et donc, voici ce que Mamadou Koulibaly, après tout ce que vous aurez écouté, qu'il a affirmé pour encourager les Maliens à tomber dans le malheur, il l'a fait le 12 mars 2022. Il vient dire aujourd'hui, la conséquence logique, quand tu mets quelqu'un en isolement, quand tu retires quelqu'un du circuit international, tu permets donc à la personne, tu encourages la personne d'aller vers ce que les Maliens sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire la soi-disant création d'une monnaie. Et toi qui les as encouragés, toi Mamadou Koulibaly, voici ce que tu viens nous dire ici aujourd'hui, en date du 6 mars 2024. Ce qui est carrément contraire à ce que tu as dit en 2022. Dans son think tank du 16 juin 2022, remise au goût du jour à travers une vidéo, abondamment relayée sur les réseaux sociaux, l'économiste ivoirien Mamadou Koulibaly mettait en garde la junte du colonel Assimi Goïta contre toute initiative de créer une monnaie dans la précipitation. Créer sa monnaie est une affaire trop sérieuse pour la faire dans la précipitation, disait-il. Et donc simplement il dit aux Maliens là, que pour créer une monnaie là, c'est pas amusement. On ne peut pas se lever parce qu'on est fâché, parce qu'on n'aime plus la France, on va créer notre monnaie. Il dit c'est un peu plus compliqué que ça. Eux, les Mamadou Koulibaly, ils vous ont menti. Ils vous ont pas dit la vérité. Mais aujourd'hui, la réalité les rattrape. Créer sa monnaie est une affaire trop sérieuse pour la faire dans la précipitation. Il ne faut pas se précipiter pour le faire, car cela ne se fait pas avec la rancœur. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Mamadou Koulibaly dit maintenant aux Maliens là, que pour créer sa monnaie là, c'est pas avec gros cœur. C'est pas ah ben la France, vive la Russie. Il dit, c'est pas avec gros cœur on crée une monnaie. Que de dire ça aux Maliens. Que c'est pas parce qu'on n'aime pas la France qu'on va quitter la France. Mais si on ne peut pas créer une monnaie avec précipitation, mais donc quelle sera l'alternative? L'alternative sera toujours le même et bon vieux franc CFA. C'est-à-dire le franc colonial français. Quel que soit le nom que vous voulez donner lui. Mais il faut prendre le temps, rapatrier vos fonds, voir vos devises et définir comment les gérer. Ensuite, comment appeler votre monnaie et sur quoi l'indexer. Le même Mamadou Koulibaly qui vous avait trompé
vient vous dire qu'en vérité, quand tu veux créer une monnaie là, tes richesses qui sont déjà à l'extérieur, il faut les rapatrier dans ton pays. Quand tu finis, il faut aussi définir comment tu vas gérer cette richesse-là. Ensuite, quel nom tu vas donner à ta monnaie. Et sur quoi tu vas indexer ta monnaie. Sur quoi tu vas adosser ta monnaie. Comme le Mali, c'est le pays de Kankou Moussa, et que vous avez tous les gisements de l'or du monde, supposons que vous enlevez tout l'or du Mali, que vous indexez votre monnaie sur ça. Comment vous allez faire ça? S'assurer que tous les partenaires sociaux dans le pays comprennent le projet. Or, le Mali est un pays qui est largement analphabète. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont à l'école là-bas. Et donc là, comment des analphabètes vont comprendre qu'il y a une monnaie nouvelle qui est en création et comment il faut s'en accommoder? Ce n'est pas pour les autres que l'on le fait, mais plutôt pour les travailleurs, les ouvriers et les investisseurs du Mali qu'on le fait. Il dit quand on veut créer une monnaie là, c'est pas sur papier on met dans la bouche. Une monnaie quand on crée là, c'est pour que ça puisse servir aux travailleurs, aux ouvriers, aux investisseurs. C'est pour eux qu'on crée la monnaie. Ce sont les Français qui pensent que c'est contre eux que cela se fait. Mais ça relève de leur propagande. Personne en Afrique ne se lève le matin pour dire qu'on est contre la France. Ce qu'on cherche, c'est de redevenir des hommes libres. Si cette volonté de liberté va contre leur désir d'hégémonie, ça c'est autre chose. Mais créer une monnaie dans la précipitation n'est pas bien. Ça se passe à tête reposée. Pourquoi les 45 tonnes d'or sont encore là? Qu'on les renvoie. Et donc Mamadou Koulibaly dit que on ne se lève pas un matin pour dire que parce qu'on est contre la France et qu'on veut être libre, on va créer sa monnaie. C'est vrai, on peut tout dire de la France. Et la France aussi peut tout penser d'elle-même, ou on peut tout penser de la France, mais à la fin de la journée, là, la réalité est que chacun cherche son pain. Et créer une monnaie dans la précipitation, ça ne peut pas se faire. C'est à tête reposée. Maintenant, supposons même que le Mali ait ses 45 tonnes d'or et que le Mali veut bien les avoir. Est-ce que l'environnement sécuritaire permet au Mali aujourd'hui de gérer son stock d'or? Mais, si vous renvoyez les 45 tonnes d'or en Afrique, les 45 tonnes d'or sont où? Et dans quel pays? Dans quelles conditions? Sont-ils en sécurité ou pas? Et si on compare là où ils sont, est-ce qu'ils sont mieux en sécurité qu'au Mali? Mais, si vous renvoyez les 45 tonnes d'or en Afrique, il faut être sûr que la nuit, les bandits n'iront pas braquer le stock et le faire disparaître. Il faut le sécuriser. C'est là maintenant que la réalité rattrape Mamadou Koulibaly, l'intellectuel malhonnête. Vous êtes dans les affabulations, à blaguer des gens qui sont foncièrement analphabètes, sans leur dire les réalités. Et donc, supposons que le Mali a 45 tonnes d'or qui sont en France, que le Mali arrive à faire transiter son or au Mali. Toi-même, tu dis que tu ne vois pas, avec l'aspect aujourd'hui, tu ne vois pas comment le Mali pourrait sécuriser son or. Mais en mars 2012, c'est ce que les uns et les autres te disent, Mamadou Touré et Mamadou Koulibaly. Il faut qu'on ait des gens fiables avec qui on peut imposer les conditions de sécurité pour que les dirigeants maliens puissent travailler. C'est pourquoi les gens ont dit d'aller aux élections pour qu'enfin on puisse trouver des interlocuteurs valables et sérieux et à travers qui leur signature aura de l'impact. Est-ce que ce qu'on dit pour toi, le soi-disant économiste, c'est difficile à comprendre? Ce que tu es en train de poser comme problématique, c'est que tant qu'on n'a pas la sécurité, rien n'est possible. Autant les élections ne sont pas possibles, autant le rapatriement des fonds du Mali ne serait possible, et donc la création d'une monnaie ne serait pas possible. C'est un simple syllogisme, monsieur l'économiste du dimanche.
Ce n'est même pas une réflexion sérieuse. Il suffit de mettre simplement les éléments ensemble. C'est toi, dans l'émission que j'ai dit sur Vox Africa avec une autre télévision malienne, tout est là. Tu as dit qu'on ne peut pas imposer aux Maliens d'aller à des élections. Tant mieux. Mais de la même manière, s'il n'y a pas d'élection, on n'aura pas quelqu'un que tu as qualifié d'ouvrier reconnu par le monde. Mais vous aussi, vous aviez été des ouvriers qui avaient un moment dirigé la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes plus là, il faut ridiculiser tout le monde. Et s'il n'y a pas d'élection, ceux qui sont là par braquage du pouvoir ne sont pas des interlocuteurs sérieux. Et donc les 45 tonnes d'or ne viendront jamais au Mali parce que les conditions de sécurité n'auront jamais été réunies. Et donc la monnaie ne sera jamais créée. Et toi-même tu le dis, qu'un jour, il y a des bandits qui vont venir et puis qui vont braquer le stock et puis le faire disparaître. Mais regarde aujourd'hui, comment les ressources même du Mali en or sont pillées aujourd'hui par Assimi et sa bande. Et ils ne rendent aucun compte au peuple malien. Parce que, comme tu le dis dans ton article, vous voyez les Dalton dans les West End, ils attaquent les banques jusqu'à ce que les Américains fassent Fort Knox camp militaire. Une chambre forte, hyper sécurisée avec l'or dedans. Mais s'ils ramènent les fonds et un Siapopo peut rentrer et les prendre, ce n'est pas bon. Et c'est Mamadou Koulibaly qui dit ça. Il dit si, par exemple, on ramène les 45 tonnes d'or, qui sont des réserves pour le Mali, il dit ce qu'on va constater là, c'est que les frères Dalton, Joe Dalton, William Dalton, Jack Dalton, Harvell Dalton, et sans oublier Billy le Kid Dalton, je veux parler des 5 colonels, chacun d'eux prend un nom ici, Assimi à Joe Dalton, Wagé et William, Modibo connaît Jack, ainsi de suite, et vous vous retrouvez 5 brigands, 5 colonels, Joe, William, Jack, Harvell, Dalton et Billy le Kid. Mais c'est vite fait qu'ils vont partager l'argent du Mali. Ce tort-là va disparaître. Aujourd'hui, il y a quel Malien qui peut aujourd'hui s'arrêter devant ces 5 bandits, ces 5 Joe Dalton pour leur dire « Faites-nous le compte ». Il y a quel garçon au Mali aujourd'hui qui peut s'arrêter devant les frères Dalton du Mali pour leur dire « Faites-nous le compte de nos richesses et où on va là, expliquez-nous ». Mais ils vont te faire ça vite. Et là, ils viennent pour nous donner l'histoire des États-Unis. Parce qu'à un moment aux États-Unis, dans le passé, les gens faisaient des expéditions dans des chariots pour faire déplacer les richesses. Mais ces richesses-là étaient toujours attaquées par des grands bandits. C'est pourquoi on a créé le camp de Fort Knox, qui est un fort militaire, c'est-à-dire une forteresse hyper sécurisée pour garder les richesses et l'or des États-Unis. Mais même malgré ça, il y a encore des Siapopo, des gens même du système vont faire disparaître l'argent, comme c'est le cas aujourd'hui, au Mali. Ou encore, c'est le président de la République qui les rapatrie sur son compte personnel et un matin, on se rend compte qu'il n'y a plus d'or. Est-ce que ça ne ressemble pas à la gestion de Laurent Gbagbo, qui dit, quand je suis venu, je n'ai qu'un seul compte. Il a donné même le nom de sa banque. Il dit qu'il a 45 000 francs, ou bien une somme bizarre là-dedans. Mais avant la fin de son mandat, on a découvert qu'il a des comptes en Afrique du Sud, des comptes dans la banque d'investissement de l'Angola, des comptes offshore partout dans le monde. Est-ce que ce n'est pas la même chose que vous-même vous avez fait en Côte d'Ivoire, que vous êtes en train d'expliquer aux Maliens? Et donc on est en train d'assister à un véritable film western, mais qui est tourné à Bamako. C'était la première fois que je voyais un film western tourné en Afrique de l'Ouest, et surtout dans un pays sahélien. Mais toujours est-il que les films western aussi se déroulent dans le désert, donc ça peut bien passer. Voici les deux dangers. Et surtout, des gens qui ont pris le pouvoir par braquage. Est-ce que ces personnes vont se priver de voler les réserves en or d'un pays? Mamadou Koulibaly, toi qui dis qu'il ne faut pas y aller aux élections. S'il n'y a pas élection, ces personnes ne quitteront pas. Qu'est-ce que toi-même tu viens dire aujourd'hui? Quelqu'un qui peut voler le pouvoir là,
est-ce que c'est la richesse du peuple qu'il ne va pas voler? Or, Assimi a déjà volé le pouvoir. Si on met les 45 tonnes d'or de réserve du Mali, mais il aura vite fait de voler. Voici les deux dangers. Mais l'on prend le temps de se prémunir de ces deux dangers. Les braquages externes et la délinquance interne. On pourra stocker et puis acheter pour augmenter les devises. Et donc, d'une certaine façon, à travers cet article, si tu es revenu sur terre, Mamadou Koulibaly, il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens et d'arrêter de tromper les gens parce que vous en avez trop fait et ce n'est pas bon. Et vous avez tellement trompé les gens que je vais mettre 2 vidéos ici pour faire comprendre aux Maliens, Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, les Blé Goudé là, qui ils sont en réalité. Ce sont des gens, chaque fois que tu vois qu'ils t'encouragent à faire quelque chose, ils sont en train de te tromper. Si toi-même tu ne sais pas là, en tout cas eux ils sont en train de te tromper. Et donc, il y a des Maliens qui ne savaient pas. Quand Laurent Gbagbo était opposant, Laurent Gbagbo a promis monts et merveilles. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. Les gens ont dit, waouh, ce monsieur-là, quand il va venir, pourra transformer le monde. Que ce soit les Ivoiriens, que ce soit même ses amis à l'extérieur, au Mali, au Burkina, ils ont cru en lui. Mais quand Laurent Gbagbo est venu, regardez ce qu'il a fait aux gens. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi, vous entendez, non? Vous les Maliens, là, qui dites que Laurent Gbagbo, c'est votre ami, il est devenu gentil, là. C'est un ambassadeur du Mali, il s'appelait Nou Diallo, le responsable de votre ambassade il y a quelques années. C'est lui qui est en train de vous parler. Que le Laurent Gbagbo qu'eux ils ont vu dans l'opposition, avec tout ce qu'il disait là, et puis quand il a pris le pouvoir là, qu'ils ont compris que ce n'est pas un panafricain. Mais ce qu'il est en train de faire actuellement là, il sait que vous êtes en difficulté. Ce que vous voulez entendre là, lui veut profiter de vous pour revenir au pouvoir en Côte d'Ivoire et puis après, il va reprendre les mêmes choses. Mais si ça vous arrange, continuez. Moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Et donc, vous avez bien entendu. C'est dans le même jeu qu'il est en train de vous mettre aujourd'hui. Lui et puis les Sorogium là. C'est lui qui a formé Sorogium. C'est lui qui a formé Blé Goudé. C'est lui qui a formé les Simone là. Eux là, quand tu t'associes avec eux là, c'est toujours pour te mettre dans le feu pour que eux puissent s'en sortir. Quand Gbagbo, ou bien Blé Goudé, ou bien Gbagbo, ou bien Sorogium est avec quelqu'un là, la fin là, on sait comment ça se termine. Ça se termine toujours mal pour la personne. Allez demander à IB, allez demander aux différents chefs de guerre, allez demander à toutes les personnes qui ont collaboré avec Sorogium comment ça s'est terminé. Et vous allez comprendre. Et donc quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir... Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Ok. Ils disent que le pouvoir de Laurent Gbagbo a duré 10 ans. Partez dans votre ambassade là-bas, là. Dites la liste des gens que Laurent Gbagbo a tués pendant les 10 ans. Les Maliens, les Burkinabés qu'il a tués là. Voilà la liste. Agachet Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, 1952, de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Donc vous venez d'entendre, ce n'est pas à moi de vous dire d'être ami à Gbagbo ou de ne pas être ami à Gbagbo, mais c'est pour vous dire que eux là, leur politique c'est basé sur la tromperie. Et chaque fois qu'ils sont avec toi là, ils te trompent et ils t'utilisent comme une échelle et après ils te mettent dans le feu. Même Laurent Gbagbo, même Mamadou Koulibaly qui vous a trompé puis vous a abandonné aujourd'hui là. Quand ils étaient au pouvoir en Côte d'Ivoire, écoutez ce qu'ils ont dit aux gens. Eux-mêmes collaboraient avec la France. Eux-mêmes disent, eux ils se sont donnés à la France. Ils ont donné la Côte d'Ivoire à la France pour qu'eux puissent rester au pouvoir. Mais eux ne comprennent pas pourquoi la France les a abandonnés. Ce qui a fait que la France les a abandonnés, quand tu as un partenaire qui ne vaut rien là, à un certain moment, ça compromet celui qui en deal avec toi. C'est ce qui a fait que la France vous a abandonné.
Parce que vous avez totalement abandonné la Côte d'Ivoire et vous n'étiez pas des interlocuteurs. Quand on parle des problèmes sérieux, vous n'avez rien à dire. Et finalement, ça ridiculisait. Parce qu'il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, il y a les institutions de Bretton Woods qui regardent. Mais c'est comme un enfant de 2 ans que tu viens blaguer pour manger sa nourriture. Mais toi, la grande personne, on va te dire, mais tu n'es pas sérieux. Ce que tu fais n'est pas sérieux. C'est à cause de ça que la France vous a abandonné. Parce que vous ne connaissez rien, ni en économie, ni dans le fonctionnement de la politique. Mais écoutez ici ensemble, et écoutons ensemble ici, comment Laurent Gbagbo s'est donné bras et corps à la France. Et aujourd'hui, en 2024, le même Laurent Gbagbo vous dit d'abandonner la France pour aller avec la Russie. Alors que même si demain, lui, Laurent Gbagbo revient au pouvoir, là, il va aller avec la même France là. Et donc, continuez à être bête. Et donc, je vous mets une vidéo ici. La vidéo est là déjà. Ce que vous entendez là, la vidéo est sur nos pages. Parce que d'autres vont dire, ah, ça ressemble à la voix de Laurent Gbagbo, on n'a pas vu l'image. Ça est là. La vidéo est déjà là. L'audio que tu entends là, tu peux aller sur la même page là, tu vas voir ça là-bas. Et donc, voilà la vidéo, voilà ici la vidéo en question. Écoutez très bien. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Gbagbo dit, quand lui il est arrivé et puis il a pris le pouvoir dans des mauvaises conditions là, il voulait l'argent avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec les institutions de Bretton Woods. La première personne qui l'a aidé là, c'est pas la Russie, c'est la France qui l'a aidé. C'est quand il a eu jeton là, que les Russes sont venus, les Biélorusses sont venus pour lui dire nous on a des armes à te vendre. Il dit c'est la France qui l'a aidé. Mais c'est lui, Laurent Gbagbo, qui vous dit aujourd'hui de ne pas vous intéresser à la France, d'être des révolutionnaires. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils disent aussi, Gbagbo dit, quand il s'agit des différents pays de l'Union européenne, là, c'est la France qui a attrapé leurs mains pour se mettre pour dire nous on va servir de garantie, mais aider la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Russie peut faire ça pour vous? C'est là que vous devez comprendre que la Russie n'est pas un partenaire sérieux. Sinon, elle devrait vous aider devant les institutions internationales ou bien elle devrait rentrer en Chine, en Iran, les pays dits amis de la Russie, pour vous aider comme de la manière la France a aidé lui, Laurent Gbagbo. Mais lui, Laurent Gbagbo, vous blague d'être derrière la Russie. Et vous savez que la Russie ne peut pas vous aider. Et lui vous encourage dans ça, vous croyez. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Monsieur Vincent Bolloré, bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Parce que la Côte d'Ivoire, je gagne aussi. On fait du gagnant-gagnant. Les BNB, Bouygues et Bolloré. Ce qu'on est en train de vous expliquer ici, là. Le même Laurent Gbagbo qui est en train de vous, Maliens, Burkinabés, Nigériens, vous encourager à laisser tomber la France, là. Laurent Gbagbo dit, lui, il était tellement à l'aise avec la France que lui, il donnait tout à la France. Là, quand c'est comme ça, quand les Français gagnent, là, les Français donnent un peu. Mais aujourd'hui, ils vous encouragent avec les Russes, là. Maintenant, les Russes, là, donnent quoi au Mali si ce n'est pas la mort, si ce n'est pas les viols? Même vélo avec chemise, les Russes, là, sont en train de voler au Mali, là-bas. Et donc, ce que lui, il a fait, là, il voulait de faire le contraire. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite par le président Gbagbo. On dit tellement Laurent Gbagbo a aimé les Français, il a travaillé avec eux là. Sous son régime même là, il a décoré Vincent Bolloré avec la médaille du mérite. C'est lui aujourd'hui qui vient vous dire que lui n'aime pas la France parce qu'il n'est pas au pouvoir. Mais dès qu'il va venir au pouvoir, quand on va mettre la Russie et la France là, il va dire « Ah, comme moi j'ai l'habitude de négocier avec les Français là, je vais aller avec les Français. » Mais, comme vous les Maliens, vous ne savez pas ce que vous voulez.
Lui, Laurent Gbagbo sort pour vous dire résistez, soyez les dignes fils de l'Afrique parce que lui, il est devenu panafricain parce qu'il est opposant. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. Et vous voyez, il lui a donné le port, il a donné le port d'Abidjan aux Français cadeau, sans rien demander. C'est ce qu'il est en train d'expliquer comme ça. Bolloré en Côte d'Ivoire, mais Bolloré partout. L'industriel a bâti un véritable empire en Afrique, où il détient le pouvoir sur l'essentiel des infrastructures de transport, des matières premières et des marchandises. Il possède en particulier la gestion de la plupart des terminaux portuaires des pays du Golfe de Guinée. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et que eux aussi doivent venir nous rejoindre pour faire de belles réalisations. Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Bon, vous les Maliens, là, vous gagnez quoi avec la Russie? Expliquez ça aussi aux gens, ou me dites à Assimi d'expliquer. Cet homme vient de lâcher une bombe, des révélations 40 fois supérieures à la cassette Mairie, dit-il. Robert Bourgi a effectivement tout balancé, tout ce qu'il sait sur 25 ans de pratiques occultes entre la France et l'Afrique, au cœur desquelles reviennent deux noms, Chirac et Villepin. Il s'est confié au journal du dimanche. Il n'y avait jamais moins de 5 millions de francs, ça pouvait aller jusqu'à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin. L'argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre, c'était en 1995. Il m'avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. Foccart, l'ex-secrétaire général de l'Élysée du général de Gaulle, chargé des affaires africaines, va tout apprendre à Bourgi, alias M. Chambertin. Il reprendra le flambeau à sa mort. Dominique de Villepin est un ami de longue date. Après l'élection de Jacques Chirac, leurs relations se dégradent, mais les valises d'argent poursuivent leur va-et-vient, notamment lors de la campagne présidentielle de 2002. D'après Bourgi, 5 chefs d'État africains, dont Laurent Gbagbo et Omar Bongo, auraient été très généreux avec Mamadou, le nom de code de Villepin. Vous dites que la France pille l'Afrique. Est-ce que la France a demandé à nos présidents de prendre des valises d'argent et d'aller remettre ça aux Français? Bon, Laurent Gbagbo, là, lui, avec le Omar Bongo, là, quand il était président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, là, et c'était leur travail qui était là. Les Français que vous accusez là, c'est eux qui ont mis ça dehors. Mais les soi-disant panafricains qui vous supportent aujourd'hui là, les Français disent qu'ils n'ont pas pris pistolet pour les obliger. Mais eux là, ils n'ont jamais voulu que cette information là sorte. Donc là, qui est l'ennemi de l'Afrique? Le vrai ennemi de l'Afrique, ce sont ces mauvais présidents comme les Laurent Gbagbo, ces fils indignes. Chaque fois qu'ils voient des Africains dans la souffrance, ils font semblant de les supporter comme de la manière ils vous supportent au Mali, au Burkina aujourd'hui. Pendant des années, des liasses de billets auraient été acheminées, cachées dans des coffres de voitures ou dans des tambours africains. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est... Ici, c'est important. En 2002, Chirac veut être candidat en France. Dans un restaurant, Laurent Gbagbo ment que c'est le restaurant Le Voltaire. Le monsieur qui était là-bas témoin dit que c'est faux, que c'est dans l'apéro. Et que devant lui-même là,
Ils ne les ont pas obligés. Ils ont simplement dit, est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent? Mais ils ont laissé les gens dans la souffrance. En 2002, là, les gens souffraient de malnutrition. Les gens faisaient des marches pour demander à ce qu'on augmente les salaires des fonctionnaires. Le cacao ivoirien était brûlé sur la route. Les milliards que Laurent Gbagbo a donné à la France, là, il pouvait prendre ça pour donner ça à son peuple. Mais il a refusé. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient vous faire croire qu'il est panafricain. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole. Ah, voilà les noms qui sont sortis. Hein. Voilà Cassema des Papos. Maintenant, ils n'ont qu'à sortir, c'est eux qui veulent s'improviser économistes pour mentir aux gens. Voilà les noms qui sont sortis maintenant. Les chefs de cabinet, ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo a donné 3 millions de dollars. Il faut multiplier ça fois 500. Au minimum, hein. Faut multiplier ça par 500. 3 milliards de dollars fois 500. Mais il a refusé de faire route pour aller dans notre village. Il a refusé de faire route pour aller dans le village de Wolia. Wolia, c'est une de nos cousines. C'est elle qui avait avalé gravier au village. Elle a failli mourir, mais comme nous, on est ses parents là, on est en Occident là, on a envoyé l'argent, on l'a soignée. C'est la petite sœur de Maëlia. Il a donné ça. Il n'a jamais voulu construire une route pour aller dans notre village. Et quand on parle, ah non, c'est mon grand-père qui a sauvé un dauphin quand il était en promenade au bord de la rivière. Tu as une fois vu un dauphin en rivière où? Menteur que tu sois. C'est lui qui a toujours des histoires bêtes. Ah non, mon grand-père là, son petit frère, il se promenait au bord de la rivière, il y a un dauphin qui avait échoué là. Lui seul, il a pu pousser le dauphin là pour le remettre dans la rivière. Mais toujours est-il que quand tu t'habitues au mensonge, ça devient une religion pour toi. Donc on ne dit rien. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme. Particulier contre Laurent Gbagbo. Maintenant, vous avez entendu ça. Mamadou Koulibaly qui vous mentait là. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, eux là, eux ils ont tué le pays à la France. Eux ils ont donné le pays à la France, sans rien demander à la France. Mais la France ne les a pas laissés. Et donc, écoutez-le. Est-ce que Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier? Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Donc Laurent Gbagbo lui fait des faveurs à la France. Vous les Maliens, pour vous blaguer, il vous dit vous ne faites pas de faveurs à la France. Qu'est-ce qui fait que lui faisait des faveurs à la France quand il était au pouvoir? Mais quand il est dans l'opposition, il vous demande de ne pas faire de faveurs à la France. Quand il va revenir au pouvoir, il va encore faire des faveurs à la France. Et vous devenez quoi dans le jeu? Ça, c'est une question que je pose à l'intelligence des Maliens. Je ne sais pas. Je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy. On dit Gbagbo s'entendait très bien. Quand tu t'entends avec le président français, c'est que tu t'entends très bien avec tous les Français. Chose bizarre. Par rapport à ce qu'il nous a dit, Sarkozy lui a dit il n'y a que vous pour gouverner ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone. Ceux qui sont en train de se plaindre que Ouattara a vendu le pays là, Mamadou Koulibaly est en train de vous dire
C'est Gbagbo qui a renouvelé le contrat, actuellement où on est là. C'est Gbagbo qui a renouvelé le contrat de la CIE. C'est lui qui a renouvelé le contrat de la SODECI. Donc là, qui a vendu le pays aux Français. Et il continue de faire la liste. Bouygues, France Télécom. Même Orange qui est en train de nous voler là. C'est Laurent Gbagbo qui a renouvelé leur contrat encore. Même chose avec les compagnies Bouygues. C'est Laurent Gbagbo qui a tout donné à la Côte d'Ivoire et à la France sans résistance et sans demander quoi que ce soit. Alors que Ouattara est venu, Ouattara a diversifié les partenaires. Aujourd'hui, les Français disent que Ouattara leur a arraché trop de marchés et qu'eux ne veulent plus de lui. Donc, regardez la différence entre les deux dirigeants. La France est aujourd'hui notre 3e ou 4e partenaire économique. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Vous avez entendu, non? Lui donnait tout. Aucune difficulté. C'est son ministre de l'économie et des finances qui parle, Mamadou Koulibaly. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Vous entendez, non? Il a tué nos puits de pétrole à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez en attendant? Pour le moment, moi, je ne les juge pas. Je regarde les curiosités et puis j'ai des points d'interrogation sur la tête. Je pose des questions. J'aimerais bien comprendre pourquoi, avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, ces choses-là ont pu arriver. Et donc, de la même manière que Mamadou Koulibaly a des points d'interrogation sur la tête, là, c'est comme ça, vous les Maliens, vous aurez aussi des points d'interrogation sur vos têtes et vous n'allez rien comprendre et vous serez les objets d'un jeu dans lequel vous serez les plus grands perdants.